Le Cercle RH et un grand entretien aujourd'hui pour démarrer cette saison avec Benoît Serre. Bonjour Benoît Serre. Bonjour. Vice-président de la NDRH, l'Association nationale des DRH. Vous êtes DRH France L'Oréal et vous vous exprimez régulièrement dans les médias sur les grands sujets qui agitent l'actualité. Et puis vous écrivez aussi beaucoup des articles où vous évoquez l'idée que les DRH doivent se transformer, qu'ils doivent faire leur évolution. On va parler de tous ces sujets parce qu'il y a beaucoup de sujets de rentrée. Commençons par le sujet qui semble être la priorité du gouvernement, c'est la pénurie de main-d'œuvre. C'est ce qu'avait dit Bruno Le Maire au cœur de l'été pendant les rencontres d'Aix. Il a dit la priorité, c'est la pénurie de main-d'œuvre, impliquant l'idée qu'il fallait réformer l'assurance chômage une nouvelle fois. Est-ce que vous soutenez cette idée ? D'abord, que la pénurie de main-d'œuvre soit un sujet, oui, sous un double effet, une reprise économique pour le moment. Pour le moment, ça tient. On va voir combien de temps ça va tenir. Et puis, sous un autre effet. Qui est que vous avez quand même un phénomène, pas forcément de démission massive, mais d'instabilité ou d'imprévisibilité du maintien dans l'emploi. Donc l'un plus l'autre, ça fait qu'effectivement il y a une recherche de main-d'œuvre. Après, vous avez un phénomène plus sociétal, c'est pour ça que j'entends sur le fait de l'assurance chômage, mais il faut bien comprendre que parmi les éléments de pénurie de main-d'œuvre, notamment par exemple dans l'hôtellerie-restauration, mais pas que, il y a aussi un changement des critères des gens pour accepter un emploi. Ils font un nouvel équilibre entre la contrainte et la rémunération. Donc c'est pas aussi simple que cela, et je suis pas certain que réformer ou durcir encore la réforme de l'assurance chômage générera immédiatement un phénomène de solde. Vous avez entendu, c'est un choix du président. Il a dit on va vers le plein emploi et on réforme l'assurance chômage. Non, j'ai entendu, mais ça peut couvrir une partie du sujet. Mais ce n'est pas forcément la question de la réforme de l'assurance chômage qui réduira le problème des pénuries d'emploi dans le temps. Il y a quand même un débat qui est posé par le chef de l'État, avec des débats compliqués pendant l'été sur le pouvoir d'achat. À la question du 14 juillet, ça remonte un petit peu, mais c'est important d'y revenir parce qu'elle dit quelque chose qu'on entend souvent sur le rapport qu'on entretient avec les demandeurs d'emploi. La question lui est posée sur l'hôtellerie-restauration, pour ces salariés qui ne veulent plus servir des cafés. Et il répond, je vais vous dire, s'ils peuvent trouver et aller vers un autre métier, je l'entends très bien. Si derrière la réponse, c'est je vais bénéficier de la solidarité nationale, donc des indemnités de Pôle emploi, pour réfléchir à ma vie, j'ai du mal, dit-il, à l'entendre, parce que cette solidarité nationale, c'est ceux qui bossent, qui la paient. Une nation, c'est tout un organique. Je le dis, il n'y a pas de modèle social s'il n'y a pas de travail pour le financer. Est-ce que ça, vous dites... C'est vrai. Ce qu'il dit est vrai. C'est objectivement vrai, notamment la deuxième partie, à savoir que c'est bien ceux qui travaillent qui financent le modèle social. On est d'accord, on cotise. D'ailleurs, qui le financent à large part. Donc il faut peut-être s'interroger de manière plus générale sur ce sujet. Après, je ne suis pas certain que les gens raisonnent comme ça. Vous avez des gens qui raisonnent comme ça, mais ce n'est pas forcément la majorité. En revanche, il pose un autre point dans cette phrase qui est très importante, c'est la question de la formation et de la capacité à s'adapter à un nouveau métier. Et là, je pense que j'ai vu que d'ailleurs, le président de la République, dans cette même interview du mois de juillet, avait souhaité qu'on atteigne jusqu'à 1 million d'apprentis d'alternance. Voilà, ça, c'est des solutions beaucoup plus durables que la réforme ou pas de l'assurance chômage. Je ne crois pas qu'on va au plein emploi par la contrainte, on va au plein emploi par l'offre, la demande et l'adaptation. Alors, il y a un autre sujet qui est sur la table, avec cette crise, cette pénurie, cette inflation, c'est les salaires. Ouais. Alors ça, les DRH, là, on revient à votre cœur de métier, vous êtes DRH, vous vice-président d'une organisation de 5000 DRH, ça fait quoi ? Ça fait 11 millions de... À peu près, oui. 11 millions de salariés. Ouais. Ça veut dire que tous vos collègues, ceux qui sont dans cette association NDRH, sont sous pression en cette rentrée. Il faut comprendre que toute l'économie est sous pression, toutes les entreprises le sont, qu'elles soient petites ou grandes, tout simplement parce qu'on est face à une situation d'inflation qu'on n'a pas connue depuis 30 ans. Vous n'avez pas beaucoup de dirigeants en France aujourd'hui qui ont dirigé des entreprises avec des inflations à 5, à 6, à 7, qui généraient des augmentations de masse salariale via les augmentations générales de 5 ou de 6%. Donc c'est une équation économique quand même pas évidente parce que pour le moment, les prix de vente des produits n'ont pas encore suivi n'a pas encore répercuté donc ça, c'est un premier point. Donc c'est vrai qu'il y a une attente assez forte sur le pouvoir d'achat. Ça, c'est le problème du gouvernement, avec les débats qu'on a entendus assez vifs quand même pendant sur la question. Bon, ça, c'est des prime mesures... ou salaire ? Parce que c'est la question qui c'est vous est posée. C'est des mesures qui ont leur utilité, on est d'accord. Mais structurellement, ça veut dire que vous avez des modèles économiques d'équilibre qui sont en train d'évoluer dans l'entreprise, avec une production qui coûte plus cher, donc une productivité qui doit être meilleure, et en même temps une réalité qui est l'inflation. Alors, vous
souvenez que le projet du gouvernement, c'était le pouvoir d'achat et le partage de la valeur ajoutée. C'est un sujet dont j'ai eu l'occasion de venir parler ici. Moi, j'en parle déjà depuis 2 ans. Je pense que le vrai sujet, il est là. Parce que ne parler que des salaires, ça met en péril les entreprises qui n'ont pas la trésorerie nécessaire pour faire évoluer leurs salaires. Donc c'est quoi? Participation, intéressement? Participation, intéressement, et sans doute le réformer, le rendre plus simple, éventuellement l'actionnariat salarié quand c'est possible. Il y a pas mal de choses qui peuvent être Thibault Langsade a évoqué le dividende salarié. Oui, mais ça a été repris par le candidat Macron avant qu'il soit réélu. Je trouve que c'est plutôt une bonne idée. Il faut regarder comment ça se met en œuvre. Mais sur le fond, on voit bien, et c'est une bonne chose, que le débat s'est un petit peu élargi, pas uniquement sur les salaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne va rien se passer par les salaires. D'ailleurs, je vous signale que la plupart des entreprises, en 2022, début 2022, avaient fait quand même un effort assez significatif. Et tout le monde semble l'avoir oublié. Certains réclament de nouvelles NAO en disant au DRH, attendez, ça ne suffit pas, parce que même les aides gouvernementales sont en dessous du niveau de l'inflation. Oui, mais, non, mais tout ça, je le comprends. La gestion de vos charges, c'est une gestion globale. C'est-à-dire que vous allez à la fois la même entreprise qui pourrait augmenter ses salaires va vous dire, certes, mais en même temps, mes coûts de transport ont augmenté, mes coûts de production ont augmenté, donc je dois trouver un nouvel équilibre entre tout cela. Donc c'est pas si simple. Après, moi j'ai toujours observé, comme vice-président de la NDRH, que la plupart des entreprises qui pouvaient le faire l'ont fait. Donc il n'y a pas de raison d'imaginer que celles qui pourront le faire le feront. Mais en revanche, je me méfie du côté très général. Parce que vous avez des PME aujourd'hui, il y en a beaucoup à la NDRH, qui sont confrontés à des remboursements de PGE, à des problèmes de trésorerie. Ils ont commencé les remboursements. Et donc il ne faudrait pas qu'une mesure court terme vienne mettre en péril le moyen terme. Alors, quelques sujets sur les DRH, parce que vous avez écrit un papier sur il faut nous transformer. Puis dans une émission, il y a quelques semaines, vous évoquiez l'idée de faire quasiment la révolution. Les DRH doivent faire leur révolution. Vous alliez jusque-là. Je me suis laissé quand même dire que la qualité de vie, on l'a vu il y a quelques instants d'ailleurs avec l'étude PwC, la qualité de vie au travail, c'est un sujet qui a pris une place énorme. Mais vous parlez de quoi, vous? De qualité de vie au travail ou de qualité du travail? Parce qu'il y a un vrai sujet. Je parle des deux. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail, on évoquait l'hôtellerie-restauration, par exemple, le fait d'être pas très bien payé pour des métiers avec des horaires à coupure, ça c'est de la dégradation de qualité de vie au travail. La qualité du travail, c'est ce que d'autres appellent le sens. Moi, j'ai essayé d'élargir un peu la notion, disant que le sens au travail, tout travail n'a pas de sens, il faut le reconnaître. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont plus difficilement que d'autres. En revanche, le fait de bien savoir quel est votre rôle dans la chaîne de valeur de l'entreprise, en quoi vous avez d'une certaine manière un caractère un peu irremplaçable, c'est autant d'éléments qui créent de la motivation et de l'engagement, parce que vous savez pourquoi vous êtes là. C'est important. Vous savez pourquoi vous êtes là. Autrement dit, je n'oppose pas la qualité du travail à la qualité de vie au travail. Je dis simplement, on a beaucoup avancé sur la qualité de vie au travail depuis des années. Peut-être qu'en avançant là-dessus, on a un peu oublié la qualité du travail lui-même et le pourquoi des choses. Et je pense qu'on ne perd jamais de temps à expliquer le pourquoi des choses. Non, parce que la qualité de vie au travail, il y a un caractère autour du périphérique, autour du travail. Oui, alors, comment j'y accède, comment je me déplace, comment je mange. Alors, il y a ça, mais ça va beaucoup plus loin. Et du coup, ça posera nécessairement un jour la question du rôle de l'entreprise qui vient se substituer à un rôle plus sociétal. Pourquoi pas? Ça fait un certain temps déjà que l'entreprise. Oui, mais il y a un moment où il va falloir trouver la limite de cela. Ou alors, dans ce cas-là, on dit que c'est l'entreprise qui assume la responsabilité du truc et pas la solidarité nationale. Pourquoi pas? Mais ça, c'est réservé à plutôt des grandes entreprises qui ont les moyens. Donc, je ne suis pas certain qu'entre le développement inégal du télétravail d'un côté, le transfert vers l'entreprise d'un certain nombre d'éléments de type sociétal, on risque pas de creuser encore plus un monde du travail qui est déjà un peu séparé en deux. Donc il faut faire attention à ça. Un mot sur les compétences, et puis on va se tourner ensuite vers les seniors, parce que c'est un sujet que vous portez depuis longtemps à la NDRH, puisque ça nous amènera à évoquer, pour terminer, la réforme des retraites. Les compétences. Les chiffres PISA, alors on les sort souvent, et c'est pas à l'honneur de la France, sont mauvais. L'illettrisme ou la difficulté de déchiffrer des jeunes de 16 ans sont énormes. On voit qu'en France, il y a un problème de compétences. Qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont vos idées, vous, les DRH, pour dire, moi, je recrute des gens qui n'ont pas les compétences ou qui ne sont pas au niveau? Déjà, le premier sujet, c'est que l'entreprise, elle a un rôle et une forme de responsabilité d'assurer ce qu'on appelle, c'est un mot barbare, l'employabilité de ses salariés. Et donc, dans une phase actuelle avec des métiers qui changent très fort, elle a une responsabilité de formation continue extrêmement importante. Et d'ailleurs, que la plupart assument plus ou moins. Alors, la réforme de la formation professionnelle a un petit peu réorienter les financements, c'est un peu compliqué, mais
C'est mieux, c'est un peu plus clair quand même. Oui, c'est plus clair. Et puis moi, j'ai entendu la nouvelle ministre, la Carole Grandjean, qu'on connaît bien, la DRH d'ailleurs, qui avait annoncé. Qui connaît bien le sujet. Je pense que c'est très important. Elle connaît très bien le sujet. Ça, c'est plutôt pour nous, en tout cas, DRH, une bonne nouvelle. Je crois même qu'elle a été adhérente à la NDRH à une époque. Donc, voilà. c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça y est, c'est dit. Non, mais c'est très bien. Vous aurez porte ouverte dans ce Non, mais on est très content parce que c'est important d'avoir des gens qui maîtrisent bien parce que c'est assez compliqué. Très technique. En fait, pour aller vite, vous avez deux problèmes. Vous avez un problème court terme. Ça, c'est la formation continue des gens pour les adapter au plus vite à la nouvelle situation, qu'elle soit technologique ou autre, organisation du métier. Puis vous avez une dimension un peu plus long terme et qui est absolument fondamentale pour pas payer un jour cher. C'est la réduction urgente de l'écart entre le monde académique, le monde scolaire et l'entreprise. Ça, c'est un sujet absolument, absolument majeur. L'alternance, tous ces sujets. Ça aide. Ça aide, oui. mais je crois qu'il y a une intention, de ce que j'ai compris d'ailleurs, de réformer les lycées professionnels, de faire rentrer l'entreprise dans l'école et l'école dans l'entreprise. Et ça, le ministre Blanquer avait déjà initié cela. Et c'était un point très positif. Je pense que ça va continuer en ce sens-là. Ça, c'est la solution moyen terme. Je vais vous donner un exemple très simple. Il y a une pénurie considérable d'emplois sur les ingénieurs pour une raison simple, c'est qu'il n'y en a pas assez qui sortent des écoles. C'est exactement ça. Donc ça, on aurait dû y penser. Donc, on manque d'ingénieurs. Si on ne le fait pas maintenant, c'est un petit peu le numerus clausus des médecins. Vous le payez 10 ans plus tard. C'est ça. Donc il faut, voilà, donc le rapprochement, et la plupart des entreprises, celle dans laquelle je suis, on est témoin, a la volonté, et le fait déjà d'ailleurs, de se rapprocher du monde de l'école, non pas pour capitaliser le monde de l'école, non, pour leur faire comprendre ce que c'est qu'une entreprise, les aider à choisir l'orientation professionnelle, et puis surtout, peut-être d'ailleurs échanger sur, voilà, nous, ce qu'on voit comme compétences de demain, c'est plutôt ça, etc. On ne veut pas faire les programmes, on veut juste que cet élément soit pris en compte, et qu'il le soit plus... Moi, j'ai connaissance, par exemple, que je ne le citerai pas, parce qu'on est à l'antenne, mais j'ai connaissance qu'il y a un Master 2 RH où les étudiants n'ont pas eu l'intervention d'un seul DRH pendant 18 mois. Enfin, pendant 16 mois. C'est absurde. C'est très léger, ouais. C'est très dommage. C'est très dommage pour le master lui-même. Bon, c'est sa responsabilité. Et puis, c'est dommage pour les étudiants. Parce qu'après tout, c'est les métiers vers lesquels ils se dessinent. Heureusement, c'est minoritaire, parce que moi-même, et puis mes collègues de la NDRH, on a souvent l'occasion d'intervenir dans des écoles de ce type-là. Tiens, d'ailleurs, en parlant de la NDRH, c'est un sujet sur lequel, d'ailleurs, vous et Audrey Richard, présidente, étaient venus parler assez régulièrement, la place des seniors. On a un débat sur l'emploi, l'entrée des jeunes sur le marché du travail, puis il y a le débat du maintien en emploi des seniors. Alors, plus de 45, plus de 50. Est-ce que vous êtes toujours sur la même ligne? Est-ce que vous dites qu'il faut réfléchir à un accompagnement, comme on a pu le faire d'ailleurs avec les jeunes, c'est-à-dire une fiscalité qui permette à l'entreprise de dire je garde ce senior? Nous, on a identifié le sujet des seniors il y a très longtemps, en fait, dès 2017. Donc, bon, comme quoi on est tenace, ou on est entêté, je ne sais pas. Et patient. Aujourd'hui, j'observe que d'abord, le président de la République, dans sa fameuse interview du 14 juillet, que vous avez cité tout à l'heure, il l'a dit ça. Oui. Donc c'est nouveau, quand même, c'est une bonne nouvelle. On a bien compris que la réforme des retraites, qui sera évidemment difficile à faire passer, sans un vrai plan, je sais pas, on va l'appeler un senior une solution, si vous voulez, c'est un marché de dupes. C'est une bonne piste, ça. C'est un marché de dupes. Ouais. Donc ça, c'est un point très important. Et nous, à l'NDRH, on est très contents parce qu'on porte ce sujet. Vous savez, on a été les premiers à proposer un index senior qui n'a pas été retenu, mais peu importe, on a mis le sujet. Maintenant, il y a une sorte d'évidence qui s'est installée, on a contribué au débat, et c'est une partie de nos responsabilités. La seconde chose, c'est que nous, on dit, arrêtons de développer des politiques de soutien aux seniors à 45 ans, mettons-les à 55, parce que quand vous regardez les statistiques, et je suis venu ici avec Gilles Gâteau qui fait les mêmes choses de la PEC, que c'est à ce moment-là que les problèmes commencent. 45 ans. Non pas dans la capacité à rester en emploi, parce que ça, les entreprises se sont beaucoup améliorées, mais à en retrouver un. Donc il faut concentrer les politiques de soutien et d'aide sur 55 ans et plus. Et puis après, il faut que les entreprises elles-mêmes s'engagent. Vous avez peut-être vu le programme 50 générations là, qui a été lancé par 50 entreprises. Oui. En plus, je peux en parler à l'aise parce que l'entreprise qui est à l'origine de ce projet, c'est L'Oréal. Donc tant mieux. Et donc si les grandes entreprises, petites et moyennes d'ailleurs, s'engagent elles-mêmes à dire on va faire l'effort de recruter, conserver, développer, former les seniors, alors si on est timide, on va y arriver. Il y a deux sujets. Excusez-moi, Benoît Serre, il y a l'idée de maintenir en emploi un senior où parfois la tentation d'un DRH disent mais moi je vais faire une petite charrette pour pouvoir libérer un peu d'espace et de masse salariale. Et puis il y a l'idée d'en recruter.
Oui. C'est deux sujets un peu bien différents sûr. finalement. Autrement dit, les conserver ou créer des conditions de départ protectrices via les congés de fin de carrière qui ont été mis en place par exemple en 2017, ça marche plutôt pas mal. Donc c'est déjà un premier point. Le deuxième point, c'est la capacité à embaucher. Ça, c'est sûr. Et de le faire. Et de le faire. C'est sûr qu'il y a plein de freins qui viennent aussi des entreprises. Alors je pense pas que le fait de faire des améliorations fiscales va résoudre 100% du problème, mais si les entreprises, les partenaires sociaux et l'État s'engagent dans un plan pour l'emploi des seniors aussi fort qu'ils l'ont fait pour un jeune solution, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et ça, c'est un point important. Et puis surtout, attention à ne pas nous créer, parce que là, on rentre dans les phases avec tout le baby-boom qui part à la retraite, c'est-à-dire qu'ils sont en train de partir, c'est-à-dire une armée de retraités pauvres dans ce pays. Et ça, ce serait socialement et sociétalement dramatique. Avec des pensions trop faibles, Exactement. qui ne leur permettent plus aujourd'hui, et c'est déjà le cas depuis quelques années, de vivre décemment. Oui, et puis avec l'allongement de la durée de la vie. Enfin, nous, on a toujours dit à la NDRH, ce n'est pas qu'un problème économique, c'est un problème sociétal. Puisque ces gens-là, de 55-60, ils sont aidants de leurs propres parents, des enfants ils aident aux leurs études. enfants. Bon. Donc c'est un vrai problème sociétal. On est content de constater qu'enfin le sujet semble être à l'agenda du gouvernement. C'est un sujet que vous portez depuis longtemps. Vous avez été pilote à la NDRH et leader sur ce sujet. Vous l'êtes toujours. Il y a quand même aussi un désir ou pas de continuer à travailler. On voit aujourd'hui même pas uniquement des salariés dans des métiers pénibles, même des cadres qui vous disent moi, j'en peux plus. Oui. Est-ce que le débat du sens, là aussi, pour eux, n'est pas posé aussi? Oui, dire après tout, moi... Non, mais c'est respectable. Ce que je veux dire par là, c'est que... la liberté, donc. Il y a oui, mais d'abord, la liberté, avant tout. Là, il y a le projet de la CFDT, de la Banque des Temps, qui permet aux gens de choisir un peu. Je trouve que ça, c'est assez malin. On va voir comment ça va avancer. Il y a aussi le fait, il y a des dispositifs comme les congés de fin de carrière qui permettent aux gens de partir en étant protégés avec leur retraite à taux plein, qui aujourd'hui coûtent très cher et qui n'ont réservé qu'aux grandes entreprises. Pourquoi le gouvernement ou les pouvoirs publics ou le Parlement, je ne sais pas, mettre en place un système d'aide pour les PME? Entre l'idée de les maintenir en emploi et de proposer des dispositifs qui les font partir. Je sais bien, mais pour les maintenir en emploi, il faut qu'ils aient envie d'y rester. C'est ça le débat. Je crois que, on parlait tout à l'heure de qualité du travail, à la question de la pénibilité. Mais c'est vrai que le sujet, c'est que si la réforme des retraites du gouvernement, telle qu'elle est pressentie, elle a pour vocation à faire travailler les gens plus longtemps, ça va être compliqué. Si elle a pour vocation à augmenter les pensions, alors le regard est un peu différent. C'est-à-dire qu'on acceptera la réforme. Bien sûr. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc voilà. Ça. Donc on verra comment ça va se passer, parce que je pense que ça ne va pas être une réforme simple à faire passer sur un plan politique, mais ça, c'est pas la double peine. Vous évoquez l'idée d'une double peine. C'est-à-dire qu'on réforme, on fait travailler plus longtemps, mais au même moment, on baisse aussi. Alors, moi, j'ai entendu le président de la République, dans sa phase de candidature à la présidentielle, expliquer qu'il voulait faire deux choses. D'un côté, faire que les Français travaillent plus longtemps pour des raisons de production, de productivité et d'enrichissement du pays, et ça s'entend. Et en même temps, permettre une revalorisation des pensions jusqu'à un minimum de 1 100 €. Ouais, c'est ça. Très bien. Chiche. C'est ça qu'il faut faire. Parce que si on n'a que la moitié, ça ne marchera pas. Et il y aura des crispations dans le pays. Merci Benoît Serre. C'était un vrai plaisir de vous accueillir pour cette première émission sur tous les thèmes que l'on va traiter évidemment tout au long de cette saison dans Smart Job. C'est un vrai plaisir. Vice-président de la NDRH, DRH L'Oréal France, très investi sur tous ces sujets évidemment, et notamment les seniors. Vous viendrez peut-être nous en reparler. Mais avec grand plaisir. Quand le gouvernement... La saison s'ouvre. La saison s'ouvre, exactement. On termine notre émission avec cette rubrique que vous connaissez bien évidemment, Fenêtre sur l'emploi. C'est tout de suite.